Après avoir préparé un gâteau de fête pour mon mari suite à une bonne nouvelle, je l'ai surpris en laissant sa partenaire. Sans un mot, j'ai déposé le gâteau et suis parti. Cette nuit-là, j'ai agi, cartes annulées, serrure changée. Puis, l'inattendu est arrivé. L'appel est arrivé à 14h47, un jeudi après-midi, tandis que je décorais des roses en crème au beurre ivoire à la poche à douille sur un gâteau de mariage à 5 étages pour la réception du pré. Mon téléphone a vibré sur le plan de travail en marbre et j'ai vu le nom de mon mari, Denis Leclerc, s'afficher à l'écran avec une gaieté si insouciante que tout ce qui a suivi est devenu impossible à croire. On vient d'avoir des nouvelles, le contrat Horizon est à nous. 6 chiffres, mon amour. On fête ça ce soir. J'ai même posé ma poche à douille et appuyé mes 2 mains à plat contre le marbre froid, me stabilisant contre la vague de joie authentique qui m'envahissait. 8 ans à le regarder se débattre dans le monde compétitif du développement immobilier commercial. 8 ans de dîners annulés et de vacances reportées, à me répéter que le travail acharné finirait par porter ses fruits. Et voilà, le contrat Horizon, celui qu'il avait poursuivi pendant 11 mois, celui qui établirait sa firme comme un acteur sérieux sur le marché immobilier régional. J'ai immédiatement répondu, tellement fier de toi. J'apporterai quelque chose de spécial. Ce que je prévoyais d'apporter, c'était un gâteau. Bien sûr, c'était un gâteau. C'était mon métier. J'avais bâti toute ma vie autour de la beauté comestible des gâteaux de mariage personnalisés, des gâteaux de fête, des présentoirs de desserts d'entreprise qui avaient orné les tables de la moitié des événements notables de notre département. Au cours des 6 dernières années, mon studio occupait ce qui était autrefois notre salle à manger, maintenant transformé en un espace de travail professionnel avec une cuisinière à 6 brûleurs. Des armoires à chocolat à température contrôlée et des étagères remplies d'outils spécialisés qu'il m'avait fallu des années et des milliers d'euros pour accumuler. Mon mari avait toujours appelé mon travail « mon truc à gâteau » avec une affection que j'avais confondue avec une admiration sincère. Je comprends maintenant que l'affection et l'admiration sont des monnaies entièrement différentes. J'ai esquissé un petit gâteau de célébration entre la fin de la commande du pré, une simple ganache au chocolat avec des accents de feuilles d'or et les mots Horizon écrits en script élégant sur l'étage supérieur à la poche à douille. Rien d'élaboré, juste quelque chose qui disait « Je te vois. Je suis fier de toi. Nous sommes une équipe. » Je l'ai délicatement chargé dans la boîte de transport isotherme que j'utilisais pour les livraisons et j'ai troqué mon tablier saupoudré de farine contre la robe vert sauge que mon mari disait toujours mettre en valeur la chaleur de mes yeux. Son bureau se trouvait au 14e étage d'un immeuble de verre en centre-ville, un espace qu'il avait loué il y a 3 ans lorsque son entreprise avait suffisamment grandi pour exiger quelque chose de plus professionnel que le bureau à domicile où il avait commencé. J'y avais rendu visite une 12aine de fois au cours de ces années, suffisamment pour connaître la réceptionniste par son nom et reconnaître la plupart des visages dans l'espace de travail ouvert. Ce à quoi je ne m'attendais pas, en sortant de l'ascenseur à 16h15 cet après-midi-là, c'était la qualité particulière du silence qui m'a accueilli. Pas le calme concentré des gens au travail, mais quelque chose de plus tendu. Plusieurs têtes se sont tournées quand j'ai traversé les portes vitrées, et j'ai saisi la micro-expression spécifique que les gens font quand ils reconnaissent quelqu'un qui ne sait pas encore quelque chose que savent. Une sorte de souffle suspendu, un instant retenu. Son assistante, une jeune femme nommée Sophie, qui avait toujours été chaleureuse et bavarde lorsque je passais, a levé les yeux de son bureau et s'est immobilisée d'une manière qui ne correspondait pas à son énergie habituelle. Madame Leclerc. Bonjour. Elle a jeté un bref coup d'œil vers la salle de conférence fermée au fond du couloir, puis est revenue à moi. Il est en réunion. Ça va, ai-je dit en souriant, brandissant la boîte de transport. Je voulais juste déposer quelque chose pour fêter la nouvelle du contrat Horizon. Je n'interromprai pas, il a dit de ne pas être dérangé. Sa voix contenait quelque chose de prudent. Quelque chose de répété. Je lui ai dit que je laisserais simplement le gâteau sur son bureau, et elle ne m'a pas arrêté, ce qui m'en a dit plus que n'importe quel mot qu'elle aurait pu prononcer. Son bureau était vide. J'ai posé la boîte à gâteaux sur son bureau et j'étais en train d'écrire une note rapide sur un post-it que j'ai trouvé à côté de son clavier lorsque j'ai entendu des voix à travers la mince cloison séparant son bureau de la plus petite salle de conférence adjacente.
Le mur était en verre, dépoli du sol à hauteur de poitrine, mais transparent au-dessus, et j'étais placé à un angle exactement erroné pour ne rien voir jusqu'à ce que je me déplace légèrement pour chercher un stylo et que je vois tout. Mon mari tenait sa partenaire commerciale plaquée contre le mur de la salle de conférence avec une familiarité qui a fait basculer la pièce sous mes pieds. Ses bras étaient autour de son cou. Ses mains étaient à sa taille d'une manière qui ne parlait pas d'une impulsion du moment, mais de mémoire musculaire, d'avoir fait exactement cela assez de fois pour que le corps bouge sans instruction. Il parlait doucement entre ce qu'il faisait, et elle a ri de quelque chose qu'il avait dit, et ce rire était intime d'une manière qui n'avait absolument rien à voir avec des contrats immobiliers commerciaux. Je suis resté très immobile pendant ce qui m'a semblé une longue période, mais qui n'était probablement que 4 secondes. Puis j'ai pris mon stylo, écrit « Félicitations pour le contrat » sur le post-it, les pressé sur le couvercle de la boîte à gâteaux et je suis sorti. Je n'ai pas couru. Je n'ai fait aucun bruit. J'ai descendu les 14 étages en ascenseur, les mains jointes devant moi et ma respiration très délibérée et régulière, comme quelqu'un qui a décidé de survivre à quelque chose avant d'en avoir pleinement assimilé la nature. Le trajet de retour a duré 26 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge tout le long et je n'ai ressenti rien d'autre qu'une étrange froideur envahissante là où mon cœur était censé être. Notre maison avait été celle de ma grand-mère avant son décès. Une maison de caractère avec un grand porche profond et des parquets d'origine qui grinçaient aux mêmes endroits que toujours, familiers comme une langue. J'avais fait mon premier gâteau professionnel dans cette cuisine à 29 ans, debout au même comptoir où j'avais regardé ma grand-mère faire des biscuits les samedis matins. La maison était mienne par héritage. L'hypothèque était à mon nom. Mon mari avait emménagé dans la maison de ma grand-mère et nous avions, avec le temps, commencé à l'appeler la nôtre. Je suis restée assise au comptoir de cette cuisine pendant longtemps sans allumer les lumières. Quand j'ai finalement bougé, je l'ai fait avec la précision ciblée de quelqu'un qui a décidé que le chagrin est une chose à programmer pour plus tard. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La première chose que j'ai faite a été de regarder notre compte joint. 41 000 €, ce qui, je le savais, était inférieur à ce que cela aurait dû être étant donné nos revenus combinés au cours de la dernière année. J'ai toujours géré toutes nos finances de la même manière que je gérais chaque élément administratif de notre foyer parce que mon mari disait que les chiffres lui donnaient le vertige et qu'il me faisait entièrement confiance. J'ai fait défiler 6 mois de transactions avec l'attention clinique de quelqu'un qui examine des preuves plutôt qu'une vie. Frais de restaurant qui se sont produits les soirs où il prétendait travailler tard. Reçu d'hôtel dans une ville à 2 heures de là pendant une conférence de week-end que je n'avais aucune raison de remettre en question. Achat de bijoux dans une boutique du centre-ville. Un magasin où je n'avais jamais reçu un seul bijou en 8 ans de mariage. Un schéma s'est assemblé avec une clarté déprimante. La chronologie a commencé il y a environ 7 mois, ce qui coïncidait exactement avec la période où il avait commencé à poursuivre le contrat Horizon et à passer de plus en plus de temps avec sa partenaire commerciale qui, m'avait-il dit, apportait des relations d'investisseurs critiques à l'affaire. Elle avait certainement apporté quelque chose. Mon mari a envoyé un SMS à 18h30, on fête ça avec l'équipe. Ne m'attends pas. Je t'aime. J'ai fixé ces 2 mots. Puis j'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir et j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Au cours des 2 heures suivantes, j'ai tout documenté. Mes revenus de l'atelier de pâtisserie au cours des 3 dernières années. Commission de mariage qui s'élevait en moyenne à 2 800 € par gâteau. Cours de pâtisserie à 95 € par élève avec 8 élèves par session 2 fois par mois. Contrat de dessert d'entreprise avec 3 salles de réception locales. Et l'abonnement au tutoriel en ligne que j'avais développé pour 4200 membres payants à 18 € par mois. Les chiffres m'ont surprise moi-même quand je les ai additionnés. J'avais passé tant d'années à me considérer comme le revenu le plus discret de notre foyer, la personne qui apportait un complément, celle qui travaillait de chez elle pendant qu'il travaillait en centre-ville dans le sérieux immeuble de verre. Que je n'avais jamais pleinement calculé ce que je générais réellement. Je générais plus que lui, avec une marge de près de 30%. Mon mari appelait mon gagne-pain mon truc à gâteau depuis 8 ans alors qu'il dépassait tranquillement son salaire. J'ai classé ces informations dans le dossier croissant que je créais dans la partie de mon esprit qui avait cessé de ressentir pour commencer à penser clairement.
J'ai appelé la banque ce soir-là et j'ai initié le processus de séparation de nos comptes joints. Le représentant était professionnel et sans hâte et a exigé 40 minutes de vérification et de documentation, au cours desquelles j'ai transféré une somme substantielle sur un compte individuel qui n'existait qu'à mon nom. Puis j'ai appelé les sociétés de cartes de crédit. Il y avait 4 cartes connectées à des comptes que nous partagions. Je les ai annulées une par une avec le même calme que j'apporte à un projet de pâte à sucre compliqué, méthodiquement, sans sentiment, en me concentrant sur la tâche plutôt que sur ce qu'elle signifiait. Sa carte Platinum, disparue. La carte de voyage qui avait apparemment financé un week-end romantique qu'il m'avait décrit comme une visite de site client. Disparue. La carte du grand magasin où il achetait des cadeaux pour quelqu'un qui n'était pas sa femme. Disparue. Il découvrirait que les cartes étaient annulées lorsqu'il essaierait de les utiliser, probablement le lendemain matin. J'ai pensé au moment précis où il tendrait la main vers son portefeuille dans un restaurant, une station-service ou partout où il passait ses jeudis soirs, et ne trouverait rien qui fonctionne, et saurait, à l'instant même où cette connaissance arriverait, que quelque chose avait irrévocablement changé dans l'architecture de sa vie. Le serrurier que j'ai appelé avait une ligne d'urgence 24H24. Un homme nommé Marc est arrivé à 21h et a remplacé chaque serrure de chaque porte extérieure avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui avait déjà vu cette situation spécifique de nombreuses fois. Il m'a tendu un trousseau de nouvelles clés sans établir de contact visuel et m'a souhaité une bonne soirée d'un ton qui suggérait qu'il comprenait que cela ne le serait probablement pas. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là, la porte fermée et mon téléphone en mode silencieux. Mon mari est rentré à minuit. J'ai entendu la clé échouer dans la porte d'entrée. Une pause. La clé a essayé à nouveau. Une autre pause, plus longue cette fois, pendant laquelle j'imagine qu'il est resté sur le porche, assimilant ce que signifie une clé qui ne fonctionne plus quand on rentre chez soi après minuit, la nuit où votre femme a apporté un gâteau de fête à votre bureau. Je l'ai entendu frapper 2 fois, pas de manière urgente, mais avec la retenue mesurée d'un homme qui essaie de déterminer l'ampleur de ses problèmes avant de s'engager dans une approche. Je n'ai pas répondu. Je l'ai entendu au téléphone dans l'allée, sa voix basse et contrôlée, puis j'ai entendu sa voiture s'éloigner. Il est allé, j'ai appris plus tard, dans un hôtel du centre-ville. La décision de partir plutôt que de continuer à frapper m'en a dit plus sur l'état de sa conscience que tout ce qu'il aurait pu dire. Il a envoyé 6 SMS cette nuit-là. Je les ai tous lus le lendemain matin avec l'attention détachée d'une chercheuse examinant des documents sources. Ils sont passés d'un ton désinvolte, et « ça ne marche pas. Tu as changé les serrures ?» À un ton confus, « Chloé, qu'est-ce qui se passe ? Appelle-moi », à quelque chose s'approchant de l'alarme, je ne comprends pas ce qui se passe. S'il te plaît, parle-moi juste, sans jamais arriver à la seule chose qui aurait pu compter, à savoir une reconnaissance de ce que j'avais vu à travers un mur de salle de conférence en verre dépoli. En 6 SMS, il n'avait pas du tout mentionné sa partenaire commerciale. Le vendredi matin, tandis que je révisais la réponse que je prévoyais d'envoyer, c'est-à-dire aucune, un email est arrivé d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet était « Je pense que vous devriez savoir certaines choses ». L'expéditrice s'est présentée comme une associée junior du cabinet de mon mari qui avait travaillé sur le projet Horizon pendant plusieurs mois. Elle a écrit avec un langage prudent et mesuré qui suggérait qu'elle avait composé l'email plusieurs fois avant de l'envoyer. Elle a expliqué qu'elle avait pris connaissance de la relation de mon mari avec sa partenaire commerciale il y a environ 5 mois, lorsqu'elle avait été accidentellement mise en copie d'un fil de mail qui ne lui était pas destiné. Elle n'avait rien dit parce qu'elle avait besoin de son travail et n'était pas certaine de sa responsabilité. Mais elle m'avait vue au bureau l'après-midi précédent. Elle avait vu mon visage quand j'étais partie. Et elle ne pouvait pas se résoudre à rentrer chez elle sans rien faire. Elle a joint des captures d'écran. J'ai tout lu 2 fois, puis je l'ai appelée depuis un numéro auquel elle pouvait effectivement répondre. Et nous avons convenu de nous rencontrer cet après-midi-là dans un café près de l'université, un endroit où ni l'une ni l'autre n'était susceptible de croiser quelqu'un lié au monde de mon mari. Elle avait 27 ans et était nerveuse à la manière de quelqu'un qui faisait quelque chose de courageux. Et elle avait organisé ses preuves avec la compétence méthodique de quelqu'un qui prenait son travail au sérieux.
Le fil de mai sur lequel elle avait été accidentellement copiée était une conversation entre mon mari et sa partenaire commerciale qui se lisait comme un compte-rendu de projet pour le démantèlement de son mariage. Il avait écrit sur la clôture du contrat Horizon comme étant leur rampe de lancement financière, ces mots, pas les miens, et avait discuté du calendrier pour se sortir de la situation actuelle avec l'efficacité détachée de quelqu'un qui discuterait de la résiliation d'un bail. Il m'avait décrite dans un email comme quelqu'un qui irait bien parce que j'avais la maison et l'entreprise de gâteaux, la maison et l'entreprise de gâteaux. Comme si la maison de ma grand-mère et le gagne-pain que j'avais bâti à partir de rien n'étaient que des actifs à répartir plutôt que le cœur d'une vie que j'avais vécue de bonne foi aux côtés d'un homme qui en planifiait simultanément la fin. Mon informatrice m'a également montré quelque chose que le logiciel de comptabilité avait signalé il y a des mois, et qu'elle documentait discrètement depuis. Mon mari et sa partenaire commerciale avaient imputé des dépenses personnelles au compte du projet Horizon, dîner, séjour à l'hôtel, un week-end dans une station balnéaire côtière pendant ce qu'il m'avait dit être un voyage d'évaluation de site. Le total s'élevait à un peu plus de 14 000 € débités des fonds du projet qui incluait l'argent des investisseurs. Ce n'était pas un problème conjugal. C'était un problème juridique. Je l'ai remerciée avec une sincérité que j'espère qu'elle a comprise. Et je suis rentrée chez moi et j'ai passé 45 minutes à chercher des avocats avant de trouver le nom qui figurait dans 3 articles distincts sur des affaires de divorce à forts enjeux financiers dans notre région. Maître Hélène Dubois exerçait le droit de la famille depuis 22 ans et avait une réputation bâtie sur une compétence spécifique, elle ne perdait jamais. Son bureau était exactement ce que cette réputation suggérait. Une maison victorienne convertie à la lisière du quartier professionnel du centre-ville, meublée de livres de droit anciens et de photographies d'une femme qui était entrée dans des situations difficiles et en était ressortie avec des résultats meilleurs que ce à quoi tout le monde s'attendait. Quand elle m'a serré la main, j'ai immédiatement compris que j'étais en présence de quelqu'un qui avait passé 2 décennies à transformer les mauvaises situations des autres en affaires gagnables. J'ai étalé tout ce que j'avais sur sa table de conférence. Les emails, la documentation des dépenses, l'analyse financière que j'avais compilée la nuit précédente, les captures d'écran de ma boîte de réception. Elle a tout examiné avec une expression qui ne changeait pas beaucoup, ce que j'ai trouvé rassurant plutôt que froid. Quand elle a eu terminé, elle a posé les papiers et m'a regardé avec la franchise de quelqu'un qui ne fait pas dans le faux réconfort. Votre mari a rendu cela considérablement plus facile que la plupart des cas, a-t-elle dit. Il a documenté ses intentions par écrit. Il a violé les exigences de divulgation financière en mêlant les actifs conjugaux à son aventure. Et si cette irrégularité de dépenses de projet est aussi claire qu'elle le semble ici, nous avons des motifs qui vont au-delà du mariage lui-même. Elle a ouvert un bloc-notes juridique et a cliqué sur son stylo. Parlez-moi de la maison. La maison était à moi. L'hypothèque était à mon nom. L'acte de propriété ne me désignait que moi comme propriétaire parce que mon mari avait une condamnation pour dette au moment de notre mariage et notre avocat de l'époque avait recommandé de garder la propriété à mon seul nom. Nous n'avions jamais revu cet arrangement. Mon mari avait vécu dans la maison de ma grand-mère pendant 8 ans et avait apparemment prévu de la quitter selon son propre calendrier, comme un client quittant un hôtel. L'expression d'Hélène a évolué vers quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction. Il n'a aucune revendication d'équité sur la propriété. Ses contributions aux dépenses du ménage comptent comme un loyer à des fins légales, et non comme un investissement de propriété. Elle a pris une note. Entre la documentation des actifs, les frais frauduleux et la faute financière conjugale, nous visons un règlement qui reflète la réalité de qui a réellement construit cette base financière. Elle a étudié les chiffres de revenus que j'avais compilés. Il a appelé votre studio « Mon truc à gâteau » pendant 8 ans. Le « truc à gâteau », a-t-elle dit tranquillement, génère plus de revenus annuels que son salaire. Elle a souligné quelque chose sur son bloc-notes juridique. Nous allons nous assurer que le tribunal comprenne que les prix annuels du développement immobilier régional avaient lieu chaque année le 3e samedi du mois au salon de l'hôtel Bellevue. Chaque acteur important de l'industrie du développement local y assistait, investisseurs, urbanistes municipaux, architectes, avocats, représentants bancaires et les journalistes qui couvraient l'immobilier commercial pour la presse économique régionale. Mon mari avait participé à cet événement pendant 6 années consécutives.
Cette année, son cabinet avait été nominé pour le projet de développement de l'année pour, de toutes choses, le contrat Horizon. L'assistant juridique d'Hélène, un jeune homme précis nommé Théo, qui semblait exister dans un état permanent d'efficacité calme, a confirmé les détails de l'événement et l'inscription. La cérémonie de remise des prix était dans 12 jours. Mon mari, en tant que principal nominé, serait assis à une table près de l'avant de la salle avec les autres nominés, visible par toute la salle de bal pendant toute la soirée. Nous pourrions le signifier à son bureau, a dit Hélène lors de notre session de stratégie, ou à son domicile, à l'hôtel. Je veux dire, puisqu'il y séjourne, elle a marqué une pause, laissant l'alternative planer entre nous. Où nous pourrions attendre. Nous attendons, ai-je dit. Pendant ces 12 jours, j'ai travaillé. J'ai honoré 6 commandes de gâteaux de mariage, donné 4 sessions de pâtisserie, filmé 3 vidéos tutoriels pour mes abonnés en ligne, et renégocié mon contrat avec l'un de mes clients d'événements d'entreprise à un tarif 20% plus élevé que mon accord précédent. Je n'ai pas parlé à mon mari, qui envoyait des SMS quotidiens que je lisais sans y répondre, chacun sondant dans une direction légèrement différente sans jamais aborder la vérité de ce qu'il avait fait. Il attendait, ai-je réalisé, de comprendre ce que je savais avant de décider quoi admettre. Il a également découvert pendant ces 12 jours que ses cartes de crédit ne fonctionnaient pas. Cette découverte a généré une série différente de SMS. Ceci avec plus d'urgence, plus de confusion, l'un d'eux disait « Chloé, je ne sais pas ce qui se passe avec nos comptes. Peux-tu s'il te plaît juste m'appeler ?» avec une perplexité que j'ai trouvée presque impressionnante dans son engagement. L'homme qui avait écrit des emails sur sa stratégie de sortie ne pouvait pas se résoudre à prononcer le mot « aventure » dans un message texte à sa femme. J'ai fait en sorte que mon expert comptable judiciaire, Dr. Sophie Moreau, recommandée par Hélène, termine son analyse de nos dossiers financiers conjoints 4 jours avant la cérémonie de remise des prix. Dr. Moreau a trouvé 14 300 € d'actifs conjugaux dépensés pour ce qu'elle a classé comme des dépenses personnelles non divulguées, les restaurants, les hôtels, les bijoux, le week-end d'évasion. Elle a recoupé ces informations avec les irrégularités de dépenses de projets signalées par mon informatrice et a produit un rapport organisé, documenté et juridiquement dévastateur. Le samedi de la cérémonie de remise des prix était clair et froid, le genre de soirée de novembre qui fait ressembler le centre-ville à un décor de film, tout en fenêtres lumineuses et en ombres tranchantes. J'ai porté la robe portefeuille anthracite que j'avais achetée pour un gala client il y a 2 ans et que je n'avais pas eu l'occasion de remettre depuis. Discrète, professionnelle, le genre de tenue qui dégage de la confiance sans afficher d'effort. L'huissière préférée d'Hélène était une femme nommée Léa, qui faisait ce travail depuis 15 ans et avait, selon Hélène, un don particulier pour les significations très visibles. Elle était compacte et discrète, à la manière de quelqu'un qui se déplace dans les pièces sans attirer l'attention jusqu'au moment exact où elle choisit de le faire. Nous avons passé en revue le timing dans le hall de l'hôtel à 19h45, 45 minutes après le début du cocktail de réception. 15 minutes avant que les invités ne soient appelés dans la salle de bal pour le dîner et le programme de remise des prix. Le cocktail avait lieu dans le salon de réception et de l'hôtel bar ouvert, amuse-bouche, 130 personnes s'occupant d'être vues. Je suis resté près de l'extrémité de la pièce, à côté d'un pilier, avec un verre d'eau pétillante et l'aisance habituée de quelqu'un qui assiste régulièrement à des événements de l'industrie. Quelques personnes m'ont reconnu grâce au travail de traiteur que j'avais effectué pour des événements immobiliers au fil des ans. J'ai tenu des conversations polies et j'ai gardé mon mari dans ma vision périphérique sans le regarder directement. Il travaillait la salle avec la confiance fluide d'un finaliste nominé, se déplaçant entre des groupes de personnes, sa partenaire commerciale légèrement en retrait. Les deux maintenant la performance de collègues professionnels partageant un moment de carrière significatif. Ils étaient bons à ça. Je dois leur reconnaître ça. Ils avaient eu 7 mois de pratique. À 20h03, Léa a bougé. Elle a traversé la salle de réception avec la certitude directionnelle de quelqu'un qui a identifié sa cible et n'a rien d'autre que les 30 secondes suivantes en tête. La salle était assez bruyante pour que seules les personnes à proximité immédiate remarquent son approche. Un groupe d'environ 12 personnes qui comprenaient mon mari, sa partenaire commerciale, 2 investisseurs que j'avais reconnus des annonces du projet Horizon, et un journaliste du magazine économique régional qui,
heureusement pour le dossier documentaire de ce moment, était en pleine conversation avec le groupe. Excusez-moi. La voix de Léa n'était pas forte, mais elle avait une qualité qui a fait tourner les têtes. Êtes-vous Denis Leclerc? Mon mari s'est tourné avec la politesse automatique d'un homme lors d'un événement de réseautage. Oui, c'est moi. Vous avez été signifié. L'enveloppe a atterri dans ses mains avec un son qui aurait pu être parfaitement ordinaire, mais qui a atterri dans ma perception comme quelque chose de définitif. Mon mari l'a fixé pendant une très longue seconde avec l'expression d'une personne dont le corps a compris quelque chose avant que l'esprit n'ait suivi. J'ai marché vers le groupe alors, car c'était la partie que j'avais répétée et j'avais décidé que si j'allais faire cela, j'allais le faire pleinement. Il a levé les yeux et m'a trouvé. La reconnaissance sur son visage était compliquée, soulagement et appréhension arrivant simultanément. L'expression de quelqu'un qui a attendu une confrontation et qui, néanmoins, ne s'était pas préparé à sa réalité spécifique. 8 ans, ai-je dit assez clairement pour que le cercle environnant entende sans faire de spectacle pour la salle. 8 ans de « mon truc à gâteau ». Il s'avère que « mon truc à gâteau » payait votre stratégie de sortie tout ce temps. J'ai tendu une deuxième enveloppe, non pas à lui, mais à sa partenaire commerciale, qui l'a reçue avec l'immobilité stupéfaite de quelqu'un qui n'avait pas anticipé d'être nommé dans quoi que ce soit. Léa s'est positionnée pour s'assurer que la signification était propre et attestée. Celle-là, ai-je dit, est pour les frais de compte de dépenses. 14 000 € d'argent d'investisseur pour des séjours personnels à l'hôtel, c'est de la fraude, pas seulement une mauvaise décision. Puis je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie parce qu'Hélène m'avait dit que l'image finale comptait presque autant que la déclaration. Et j'avais décidé que mon image finale serait celle d'une femme en robe anthracite marchant vers une porte sans rien d'urgent dans sa posture. Derrière moi, j'ai entendu la qualité particulière du silence qui s'abat sur un rassemblement professionnel lorsque quelque chose de réel vient de se produire. Mon mari n'a pas assisté à la partie de la soirée consacrée aux récompenses. Son cabinet a remporté le prix du projet de l'année pour le contrat Horizon, et d'après ce que j'ai entendu plus tard, le prix est resté sur scène, non réclamé, pendant 7 minutes avant que quelqu'un de son bureau n'accepte au nom du cabinet. Le divorce a duré 4 mois. Hélène avait été précise dans son évaluation des preuves. La combinaison de la faute financière documentée, du détournement d'actifs conjugaux et de ma seule propriété de la maison a produit un règlement que l'avocat de mon mari lui a apparemment décrit comme le pire résultat possible. Il a quitté notre mariage avec ses effets personnels, sa voiture qui était à son nom, et une obligation légale de rembourser 14 300 € sur un compte à mon nom en guise de restitution pour les fonds conjugaux mal utilisés. La situation de sa partenaire commerciale a été traitée séparément. Les investisseurs du projet Horizon ont retenu leur propre avocat lorsque les irrégularités de dépenses sont devenues une partie du dossier public du divorce, ce qui signifiait que les 14 000 € de frais frauduleux sont devenus la base d'une affaire civile qui, de l'avis général, était en cours et désagréable. Sa réputation professionnelle dans le monde du développement régional, où la réputation est l'essentiel de ce que vous êtes, a été la première victime. Mon mari a déménagé dans une ville à 3 heures de là où il avait un cousin, vraisemblablement, un nouveau contexte professionnel dans lequel son histoire particulière ne l'avait pas précédé. La première chose que j'ai faite après la finalisation du divorce a été de rénover le porche arrière. Je voulais l'agrandir pour en faire un espace de studio étendu depuis 3 ans, et mon mari avait toujours dit que c'était peu pratique, ce qui s'est avéré signifier qu'il ne voulait pas investir dans quelque chose qu'il prévoyait de laisser derrière lui. L'entrepreneur a terminé en 6 semaines, et j'ai maintenant un espace de travail lumineux qui donne sur le jardin arrière et a été photographié à plusieurs reprises par des clients qui n'arrivent pas à croire qu'un atelier de pâtisserie puisse être comme ça. Comme un endroit où une personne a construit une vraie vie. Ma base d'abonnés en ligne a dépassé les 7000 au printemps, ce qui signifiait que les revenus des tutoriels couvraient à eux seuls mon hypothèque avec de la marge. 3 restaurants locaux m'ont approché pour développer des menus de dessert signature. Un magazine de mariés a demandé à présenter mon travail dans son numéro régional, ce qui a généré des demandes de couples que je n'aurais pas autrement atteint. L'une de ces demandes provenait d'un homme qui organisait le mariage de sa sœur et voulait quelque chose d'inhabituel, pas l'arrangement étagé standard, a-t-il expliqué dans son email. Mais quelque chose qui reflète sa personnalité réelle plutôt qu'une idée générique de ce à quoi un gâteau de mariage devrait ressembler.
Il était précis et réfléchi et a posé des questions intelligentes sur la saveur et la structure qui suggéraient qu'il avait fait de véritables recherches avant de me contacter. Nous nous sommes rencontrés pour discuter de la commande dans une pâtisserie près de sa librairie. Il possédait une librairie indépendante en centre-ville, du genre qui a des fauteuils de lecture dans les coins et commande réellement des choses pour vous quand elles ne sont pas en stock. Son nom était Thomas et il avait 41 ans, et il a écouté mon explication de la construction de gâteaux personnalisés avec l'intérêt concentré de quelqu'un qui trouve le processus véritablement intéressant plutôt que de simuler l'intérêt par courtoisie sociale. J'avais appris au cours de l'année précédente à faire la différence. Le gâteau de sa sœur était un praliné noisette à 3 étages avec des détails botaniques peints à la main en or comestible, et c'était l'une des meilleures choses que j'ai jamais faites. Il a assisté au mariage, bien sûr, et m'a retrouvé après pour dire que le gâteau avait fait pleurer sa sœur non pas à cause du goût, bien que le goût fût apparemment remarquable, mais parce qu'il ressemblait, avait-elle dit, à quelque chose que quelqu'un avait fait spécifiquement pour elle. C'est ce que je fais, lui ai-je dit. Je fais des choses spécifiquement pour les gens. Il est passé au studio 2 semaines plus tard avec une première édition d'un classique de la littérature culinaire qu'il avait trouvé lors d'une vente aux enchères. Partant du principe que quiconque prenait la pâtisserie aussi au sérieux que moi avait probablement des opinions sur l'écriture culinaire. Il avait raison. Nous avons parlé pendant 2 heures à mon comptoir de cuisine pendant qu'une fournée de sablé à la cardamome refroidissait sur la grille entre nous, et la conversation est passée de la nourriture à l'artisanat. À ce que signifie construire une entreprise autour de quelque chose que l'on aime vraiment. Et à aucun moment aucun de nous n'a prétendu que c'était à propos d'autre chose que ce que c'était. J'ai interprété une nouvelle composition lors d'un dîner de bienfaisance en mars. J'avais repris le piano. Quelque chose que j'avais laissé de côté pendant le mariage. Un morceau sur la qualité particulière de la lumière du matin dans une cuisine quand il n'y a que vous et le travail et la connaissance que tout ce que vous avez créé vous appartient entièrement. Thomas était assis au 3e rang et a écouté de la même manière qu'il m'avait écouté parler de gâteau. Comme si ce que je disais comptait réellement. On m'a récemment demandé si je regrettais de ne pas avoir confronté mon mari le soir où je suis rentrée de son bureau. Si les mois de préparation silencieuse m'avaient coûté quelque chose en retard dans le dénouement. J'y ai réfléchi attentivement et la réponse est non. Sortir de cet immeuble sans un mot a été le choix le plus puissant que j'ai fait dans toute la séquence d'événements qui a suivi. Non pas parce que le silence est une force en tant que performance, mais parce qu'à ce moment-là, le silence était l'expression la plus vraie de la personne que je décidais de devenir. Une femme qui ne réagit pas du centre de sa blessure. Une femme qui rentre chez elle, s'assied avec la vérité, puis la traverse avec la même précision et la même patience qu'elle apporte à un gâteau compliqué, mesurant tout, ne gaspillant rien, et comprenant que les meilleurs résultats ne sont jamais précipités. Les couches d'une vie, comme les couches d'un gâteau bien fait, tiennent ensemble grâce à ce qui est construit entre elles. Pas la surface visible, pas la décoration qui attire le regard au premier coup d'œil. La structure, la fondation, le travail invisible qui rend tout ce qui est au-dessus possible. Mon mari a vu la décoration et a complètement manqué la fondation. Cela allait toujours être son erreur la plus coûteuse.